Je m'appelle Paul Giraud. Mon histoire commence non pas dans un lieu hanté ou dans un vieux manoir croulant sous les toiles d'araignée, mais dans le confort trompeur de mon appartement parisien, situé au 3e étage d'un immeuble haussmannien au charme légèrement fané. Ce matin-là, la lumière perçait à peine à travers les rideaux épais. Une odeur de café rassis stagnait dans l'air, vestige de la veille. Mon téléphone vibrait depuis plusieurs secondes déjà, comme une abeille en colère, mais je n'avais pas la moindre envie de répondre. Je savais qui appelait. Encore une pauvre âme désespérée, persuadée que sa vie était envahie par un démon. Des meubles qui grincent, une ombre furtive, un chat qui regarde le vide trop longtemps, et hop, ça appelle un exorciste. Un vrai, un faux, peu importe. Moi j'étais dans la 2e catégorie. J'avais appris à repérer les crédules, ceux qui voulaient croire. Et moi, j'étais celui qui leur vendait la solution, prière murmurée, encens à 2 balles, eau bénite que j'avais simplement remplie au robinet. Mon don, c'était de jouer avec la peur, de donner une mise en scène. Une lumière vacillante, un crucifix tremblant dans ma main, et le tour était joué. Leur maison était purifiée, leur esprit apaisé, et mon portefeuille un peu plus rempli. Je n'étais pas fier de moi, mais la fierté ne paie pas le loyer. Ce jour-là, pourtant, quelque chose clochait. L'appel ne venait pas d'un téléphone portable ou d'un numéro anonyme. C'était une ligne fixe, à l'ancienne. Le genre de truc que seuls les vieux utilisent encore, ou les lieux trop reculés pour que le réseau mobile passe. Une voix grave, lente, presque solennelle s'est élevée à travers le combiné. « Monsieur Giraud, on m'a parlé de vos services. Nous aurions besoin de votre aide. » Je suis resté silencieux. La voix avait quelque chose de différent. Pas d'inquiétude, pas de panique, juste une gravité, comme si elle savait déjà que j'allais dire oui. Une jeune fille est atteinte, ma nièce, ce que nous avons vu n'a rien de naturel. Je me suis raclé la gorge. Monsieur, je fais des nettoyages spirituels, rien de plus. Je ne suis pas prêtre. Je n'ai pas été ordonné. Un silence, puis, justement, c'est pour cela que je vous appelle. Nous ne voulons pas d'un prêtre. Nous voulons vous. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pas par peur, par curiosité. Ou peut-être parce que je n'étais pas habitué à ce qu'on me demande moi, en connaissance de cause. On m'appelait d'habitude en dernier recours, par désespoir, jamais par choix. Très bien. Où dois-je aller? La voix m'a donné une adresse. Un hameau perdu quelque part dans le Jura, entre les forêts épaisses et les montagnes silencieuses, le genre d'endroit qui n'apparaît même pas sur Google Maps. J'ai noté sans vraiment comprendre ce que je faisais, et puis j'ai accepté, parce que l'homme a ajouté une phrase que je n'ai pas oubliée depuis. Venez seul, et n'apportez rien. Ici vos tours de magie ne fonctionneront pas. Le train pour Dole m'a semblé interminable. Chaque arrêt semblait me tirer un peu plus loin de la réalité, un peu plus profondément dans une France oubliée, où les légendes ont encore une forme, une odeur, une voix. J'ai tenté de m'occuper, de lire un peu, mais rien n'y faisait. Le regard fixe de la vieille dame en face de moi me rendait nerveux. Elle avait les yeux pâles, presque blancs, comme lavés par les années. À un moment, sans que je ne dise un mot, elle a murmuré « Il est dangereux de marcher là où l'église a fermé les yeux ». Je n'ai pas su quoi répondre. Peut-être qu'elle parlait d'autre chose. Ou peut-être que non. Ce n'était qu'une coïncidence. Quand je suis descendu à la gare minuscule, le froid m'a pris à la gorge. Une brume dense recouvrait les collines, et un homme m'attendait près d'une vieille voiture noire, les mains jointes devant lui. Costume noir, manteau long, barbe grisonnante bien taillée. Il ressemblait plus à un croque-mort qu'à un oncle. « Monsieur Giraud » m'a-t-il dit en me tendant la main. Sa poigne était sèche, ferme. Pas un mot de plus. Il m'a fait signe de monter. Le trajet s'est déroulé dans un silence pesant. Les arbres semblaient se rapprocher de la route à mesure que nous avancions, comme s'ils cherchaient à nous étouffer. Aucun panneau, aucun village, juste la route, la forêt, et ce silence qui hurlait plus fort que 1000 voix. Puis nous sommes arrivés. Une maison en pierre,
imposante, usée par le temps, un portail rouillé, une allée recouverte de feuilles mortes, et surtout une atmosphère lourde, presque électrique. Comme si l'air lui-même refusait de bouger, avant que je ne sorte de la voiture, l'homme a posé sa main sur mon bras. Une dernière chose, si elle vous parle, ne répondez pas. La porte d'entrée grinça comme une plainte étouffée lorsqu'elle s'ouvrit devant moi. L'intérieur de la maison était aussi ancien qu'il le paraissait de l'extérieur. Des murs épais, tapissés d'un papier jauni par le temps. Une odeur de cire, de renfermé, et quelque chose d'autre. Une odeur plus âcre, plus métallique, subtile. Mais bien là, comme si le sang avait séché quelque part, il y a longtemps. Je fis quelques pas dans le vestibule. Le parquet sous mes pieds craquait à chaque mouvement, comme s'il protestait contre ma présence. Une horloge ancienne rythmait l'air de ses tic-tac irréguliers. Il faisait sombre, malgré les fenêtres. Le ciel était gris, couvert, et les rideaux n'avaient pas été tirés depuis des semaines, peut-être des mois. L'homme, que j'apprenais à appeler silencieusement l'oncle, marchait devant moi, sans un mot. Sa silhouette noire glissait dans les couloirs comme une ombre sans bruit. Nous passâmes une salle à manger froide, une bibliothèque aux étagères poussiéreuses, puis nous arrivâmes à un escalier en colimaçon, en bois noirci. Il posa une main sur la rampe, me regarda enfin. Elle est en haut. Deuxième porte à gauche. Elle, demandai-je, la gorge un peu sèche. Ma nièce. Emma. Il s'écarta, me laissant passer devant. Vous ne montez pas? C'est préférable que je reste ici. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, mais ce détail me glaça plus que tout le reste. Il vivait dans cette maison, avec cette fille dans une chambre à l'étage, et il refusait d'y monter. Ça en disait long. Beaucoup trop. Je gravis les marches lentement, une à une. Le bois semblait gémir à chaque pas, mais pas seulement sous mon poids. Comme si quelque chose d'autre bougeait dans la maison. Comme si les murs respiraient. J'eus la sensation soudaine, absurde, que la maison elle-même était en train de m'observer. Deuxième porte à gauche. Je m'arrêtai devant. La poignée était froide, glacée, comme si la pièce derrière était coupée du reste du monde. Je posai ma main dessus, et pendant une seconde, je crus sentir un battement, très léger, comme un pouls. J'ouvris, la pièce était sombre, malgré une large fenêtre. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière les traversait faiblement, dessinant des formes indistinctes sur les murs. Un lit, au centre, couvert de drap blanc. Une armoire ancienne, entr'ouverte. Une chaise en bois, face au mur. Et dans ce lit, une forme, une jeune fille. Elle était allongée, raide, les bras sur les draps, les yeux ouverts, immobile, d'un bleu si pâle qu'il semblait transparent. Son regard était fixe, dirigé vers le plafond, mais je sentis, immédiatement, qu'elle me voyait. Sans bouger les yeux, sans tourner la tête, elle savait que j'étais là. Je restais figé. Un silence de mort régnait dans la pièce. Pas un bruit, même le vent semblait s'être arrêté dehors. « Emma » murmurai-je. Elle ne répondit pas, mais ses yeux clignèrent, une seule fois, lentement. Je m'approchai un peu, mais pas étouffé par le vieux tapis. Son visage était fin, presque trop fin, livide. Ses cheveux blonds étaient ternes, emmêlés. Des cernes violets marquaient ses paupières. Mais ce qui me frappa, plus que tout, c'était son immobilité. Elle ne bougeait pas, pas un muscle, pas même pour respirer. Je me penchai légèrement, essayant de capter une expression, une réaction, une trace d'humanité. Mais il n'y avait rien. Elle était là, sans être là. Puis, soudainement, sans préavis, elle parla. Sa voix était douce, trop douce, inhumaine, comme un murmure porté par un souffle glacial. « Tu n'es pas prêtre ?» Je reculai d'un pas, surpris. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. « Non, admis-je, mais je suis venu t'aider. » Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, léger, moqueur, presque imperceptible. « Tu mens, dit-elle. » Je me figeai. « Tu ne crois pas en ce que tu fais. Tu n'as jamais cru. Tu es un marchand de poudre, un magicien raté, un menteur. » Sa voix avait changé. Elle était plus profonde maintenant. Chaque mot semblait résonner dans ma tête, comme s'ils y avaient été plantés à coups de marteau. Je tentai de reprendre contenance. « Écoute, Emma, ton oncle m'a appelé parce qu'il pense que quelque chose ne va pas. Je suis là pour comprendre, pour voir si je peux
il a peur de moi. Elle tourna la tête d'un coup sec vers moi. Un mouvement trop rapide, trop brusque, presque saccadé. Ses yeux me transpercèrent. Tu devrais aussi avoir peur. Je ne sus quoi répondre. Elle ne criait pas. Elle ne hurlait pas, comme dans les films. Il n'y avait pas de convulsions, pas de voix démoniaque. Juste cette certitude glaçante dans ses paroles, cette conviction absolue que quelque chose d'inhumain la traversait. Je commençais à regretter d'être venu. Je fis un pas en arrière, puis un autre. Je refermai doucement la porte, sans la quitter des yeux. Son regard me suivit jusqu'à la dernière seconde. Quand je descendis les escaliers, j'étais plus pâle qu'en montant. L'oncle était là, debout, immobile, comme s'il n'avait pas bougé depuis que je l'avais laissé. Il me regarda, puis dit, d'une voix calme, « Alors ?» Je mis un moment à répondre. Ma gorge était sèche. Elle m'a parlé. Il hocha lentement la tête. Elle ne parle jamais, à personne, depuis des semaines. Je restais silencieux. L'information tournait dans ma tête. Elle ne parle jamais, mais elle m'avait parlé à moi. Et pas pour demander de l'aide, pas pour pleurer, non, pour me prévenir. Le lendemain matin, une brume lourde étouffait les ruelles de la vieille ville. Un silence pesant régnait, rompu seulement par le craquement de mes pas sur les pavés humides. J'avais à peine dormi. La scène d'hier me hantait, ce regard, ce rictus, ce frisson glacial qui m'avait traversé l'échine au moment précis où la vieille femme avait prononcé ces mots. « Vous ne devriez pas jouer à l'exorciste ». Je descendis à pied vers le quartier sud, un endroit presque oublié où les bâtiments semblaient se décomposer lentement sous le poids des années. Là, dans un café poussiéreux, j'avais donné rendez-vous à Enzo. C'était un ancien prêtre défroqué qui avait quitté l'église après un exorcisme qui avait mal tourné dans les années 90. Depuis, il vivait reclus, dans la peur, à moitié fou, ou peut-être à moitié lucide. Il m'attendait dans l'arrière-salle, les yeux cernés, les mains tremblantes. Il ne parla pas tout de suite, il sortit un carnet usé, le posa devant moi, puis leva les yeux. « Tu sais dans quoi tu mets les pieds ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Je haussai les épaules, c'est juste un cas de folie. Une gamine isolée, des parents désemparés, rien de plus, il rit, un rire creux, sans joie. Ils disent tout ça au début, puis il m'ouvrit son carnet. Dessins griffonnés à la hâte, schémas, versets bibliques mélangés à des mots en latin, araméen, grec ancien. Il pointa une page au centre du carnet, un cercle composé de 9 symboles, chacun représentant un aspect du mal selon des traditions oubliées. Au centre, un œil. Tu vois ça? C'est la marque du vide. Quand cette chose apparaît, ce n'est plus un simple exorcisme. C'est une faille, une brèche dans le tissu même de la réalité. Je restais silencieux. Tu dois refuser ce cas, ou t'y perdre comme moi. Mais il était déjà trop tard. Lorsque je revins chez les Delmas, la tension avait grimpé d'un cran, l'air semblait plus lourd, plus épais. Le père m'accueillit avec un regard vide, comme s'il ne dormait plus depuis des jours. La mère, elle, était recroquevillée dans un coin du salon, serrant un crucifix si fort que du sang perlait entre ses doigts. Elle parle une langue qu'on ne comprend pas, monsieur Lavorel, et elle a griffé le mur toute la nuit, des cercles. Encore et encore. Je gravis les escaliers lentement. La porte de la chambre était entr'ouverte, mais il n'y avait plus aucun bruit. Je m'attendais à voir Sophie, mais ce que je vis me coupa le souffle. La chambre était tapissée de feuilles blanches, couverte de symboles identiques à ceux du carnet d'Enzo, le cercle, les 9 symboles et l'œil. Et au milieu de la pièce, dans une obscurité surnaturelle, Sophie était debout, dos à moi, ses cheveux masquant entièrement son visage. Elle chantait, un murmure hypnotique, comme un vieux psaume païen. Je fis un pas. Elle s'arrêta. « Tu es le faux prêtre ?» dit-elle sans se retourner. Ma gorge se serra. « Tu crois pouvoir chasser ce qui m'habite avec tes mots creux. Mais ce n'est pas moi qu'il te faut craindre, c'est lui. » Je m'approchai, lentement. La lumière de ma lampe vacilla, puis s'éteignit. Et dans le noir total, j'entendis une voix, grave, ancienne, qui ne venait ni de Sophie ni de cette pièce. Une voix qui semblait jaillir des murs eux-mêmes. « Tu m'as invité, Jean Lavorel, et me voici.
Je fuyais. Le cœur battant, les mains tremblantes, je courus jusqu'à ma voiture. Ce que j'avais entendu, ce que j'avais ressenti dans cette chambre, allait au-delà du rationnel. Il ne s'agissait plus d'un simple trouble psychologique. Quelque chose ou quelqu'un se manifestait à travers cet enfant. Je n'avais plus qu'un seul recours, le diocèse. Je pris la route en pleine nuit, direction le monastère Saint-Ange, un ancien bastion de l'église situé à la lisière d'une forêt que l'on disait maudite. Là, dans les archives interdites, on conservait des textes kafis et des dossiers classés concernant les cas d'exorcisme les plus extrêmes. Le frère responsable, un certain Joachim, m'accueillit avec méfiance. Il me reconnut du temps où j'étais encore séminariste. Après avoir insisté, supplié, il m'autorisa à consulter le dossier 43B. Il était scellé, recouvert de cire rouge. À l'intérieur, une photo noircie, des enregistrements audio distordus et un nom écrit en lettres majuscules, presque effacé par le temps, Vassago. Un nom ancien, un démon oublié, un prince du savoir, selon certains grimoires. Mais dans ces documents, il était décrit différemment. Le dévoreur de langue, celui qui parle à travers les enfants, celui qui ment, toujours, sauf une fois. Et cette fois-là, il prédit votre mort. Je refermai le dossier avec frisson. J'étais peut-être face à quelque chose d'un autre monde. Les jours suivants furent un flou. Le sommeil m'échappait. Je sentais sa présence. Il s'infiltrait dans mes rêves. Il murmurait, il me montrait des choses, des futurs possibles, des passés alternatifs, des horreurs. Puis, une nuit, j'eus une vision. Je me tenais face à un immense miroir, dans une église en ruine, et derrière mon reflet, Sophie, avec des yeux d'un noir absolu, me tendait un parchemin. Signe-le, ou regarde le monde brûler. Je me réveillais en sursaut, et le parchemin était là. Sur ma table, impossible, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, il portait mon nom, et en bas, une signature rouge sang. Je l'emportais chez Enzo. Il pâlit, tu l'as laissé entrer, et maintenant, il te marque. Tu fais partie du pacte, un pacte ancien, un exorciste, une porte, une offrande. Il détourna les yeux. Toi, il était temps. J'avais pris ma décision. Ce soir, je tenterai l'exorcisme. Je préparais le rituel, l'eau bénite, les textes sacrés. Mais surtout, je m'armais de ce que je savais maintenant. Vassago ne ment qu'une seule fois, et cette vérité serait ma seule arme. La maison était plongée dans l'obscurité. Les Delmas s'étaient réfugiés chez des voisins. Seule Sophie m'attendait, assise calmement au centre de la pièce, les mains liées par un chapelet noirci. « Tu es prêt à mourir pour eux, faux prêtre ?» murmura-t-elle. Je ne répondis pas. J'entamai le rituel. Elle se tordit, hurla. Le sol trembla. Une odeur de chair brûlée envahit la pièce. Et dans ses cris, une vérité. Elle n'est pas la porte. C'est toi, Lavorel. Et tout s'éclaira. L'exorcisme échoua. Ou plutôt, il réussit. Mais pas comme je l'attendais. Sophie tomba au sol, inanimée, libérée. Mais moi, je n'étais plus seul. Depuis ce jour, j'entends sa voix. Chaque nuit, il vit en moi. Il apprend, il attend. Et parfois, je le laisse parler. Juste un peu, mais assez pour maudire un autre, pour semer la peur, pour propager la brèche. Et si tu écoutes cette histoire, alors il est déjà en chemin. Car comme il me l'a soufflé la nuit dernière, le vrai pouvoir du mal, c'est de raconter une histoire et d'y croire.